Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est l'accession à l'extase facile pour le fond. Pour la forme, c'est la réalisation du paradis terrestre. Cette planète a tout pour être un paradis comme n'importe quel être humain. Les 8 milliards d'êtres humains peuvent imaginer un paradis sans être chrétien ou lié à la religion. Un paradis, c'est-à-dire un endroit en paix, un endroit où la fraternité prédomine, ou même d'ailleurs s'est imposée, un endroit où on n'a plus aucun impact négatif sur la planète, donc on a atteint le 100% écologique, un endroit où on n'est plus en compétition redoutable et mortifère, où on ne travaille plus comme on travaille actuellement sur cette planète, c'est-à-dire dans un semi-esclavage, il faut le dire. Il n'y a que peut-être 1% de la population mondiale qui est à peu près heureux dans la forme de travail d'autant plus depuis que le néolibéralisme s'est imposé depuis les années 80. Si avant travailler c'était épanouissant pour une grande partie de la population en Occident par exemple, maintenant c'est plus le cas. Le libéralisme il a accentué les cadences, il a diminué le bonheur au travail, il a posé de multiples problèmes à régler dans une journée, dans un mois. Enfin bref, c'est devenu un enfer. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios que j'écoute sur France Culture, bien souvent. Et là, j'ai repris en route un travail sur l'histoire de la raison par François Châtelet. C'est un podcast en 20 épisodes, et là, je suis arrivé à l'épisode 14 sur 20, la raison et l'histoire avec Hegel. Alors, on a vu l'évolution de la raison à travers les âges, à partir de Platon jusqu'à Hegel. Là, on en est à Hegel. Et donc, je lance la vidéo, je découvre en même temps, et éventuellement, je fais des digressions, et puis j'essaie d'éclairer ma théorie à la lumière de ces grands penseurs. Perfectible, et c'est seulement dans son perfectionnement qu'il peut se réaliser. Alors, une réflexion très attentive, très minutieuse, et en même temps, nous le verrons, très dramatique, sur l'idée de progrès. Là aussi, nous avons vu que cette idée de progrès est un des éléments fondamentaux de cet âge des Lumières, du XVIIIe siècle. L'homme est perfectible, et c'est seulement dans son perfectionnement qu'il peut se réaliser. Alors, c'est exactement ce que je défends sur ma théorie, évidemment. On va conduire l'homme à la perfection. Cet état de perfection, c'est le respect absolu d'autrui, c'est le fait que l'homme ne soit plus un danger ni pour la planète, ni pour les autres espèces, ni pour lui-même, ni pour ses congénères. Et ça, on va le réaliser. En fait, c'est ce qu'on travaille depuis que l'humanité s'est constituée. Et on le travaille par des multiples voies. La loi, les interdits, les tabous avant, etc., font que l'homme, et puis les grandes lois mosaïques, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., qui sont devenus le code pénal maintenant, qui interdit une grande part. Il n'est pas arrivé à sa perfection, le code pénal, ni l'être humain, mais qui interdit une grande part des moyens de s'affirmer aux dépens d'autrui, de maltraiter autrui.
on le voit, hein, par exemple, il y a le harcèlement, c'était très courant il y a un siècle. Personne même ne pensait à y mettre une loi, un interdit. Et donc, ça a évolué, voilà. Et puis, il y a plein de choses où l'homme peut encore abuser de ses congénères aujourd'hui, mais qui seront interdits dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, un siècle peut-être. Quand je dis l'humanité va atteindre sa perfection, ça concerne les siècles prochains. Il faudra peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles pour atteindre cet état. Mais en tout cas, c'est notre orientation. On va vers cet état-là. Et on travaille tous, l'humanité dans son ensemble, comme un grand fleuve, travaille à atteindre cet état de perfection. Sans le savoir. Pour l'instant, nous l'ignorons. Mais bientôt, on va prendre conscience de cette... c'est la prochaine étape du niveau de conscience, à mon sens. Et donc, il y a des choses qui sont encore autorisées aujourd'hui et qui seront interdites dans quelque temps. Par exemple, l'abus du peuple par les médias, de l'oligarchie par exemple, pour l'instant, on ne peut rien faire. Ils peuvent manipuler à travers une façon de parler, à travers... Par exemple, voilà, quand il y a un crime sordide perpétré par quelqu'un qui est étranger, il y a des médias qui vont relever qu'il était étranger. Et quand ce même crime est perpétré par quelqu'un de national, qui a la nationalité, qui n'est ni étranger, etc., qui est blanc, etc., toutes les définitions, et là, les médias ne le relèvent pas, ne disent pas, voilà, c'est quelqu'un c'est un Français de souche, etc., qui a commis ce crime. Donc rien que le fait de ne pas le faire, et de le faire d'un côté et pas de l'autre, c'est quelque chose qui est largement punissable, parce que c'est un abus de ses congénères, hein. C'est une tentative de manipuler l'opinion publique par le milieu journalistique. Et ça, c'est divers. Il y en a plein de ces abus-là qui sont pour l'instant pas punis, mais qui le seront, comme il y a 50 ans, le harcèlement n'était pas puni, et aujourd'hui, il est puni. Et voilà, c'est la même chose. Donc, on conduit l'humanité vers sa perfection. Cette idée du progrès... Voilà. Et pour revenir à cette idée de progrès, oui, c'est clair que le XVIIIe siècle commençait à penser en termes de progrès. C'est la première fois. Parce qu'il y avait les progrès de la science, et donc c'était évident, là, le progrès. À l'époque médiévale, le progrès c'était pas si évident que ça. Il y avait des choses qui étaient bloquées un peu, comme le système politique, c'était la transmission du pouvoir par le sang. Voilà, par exemple. Donc, ça se reproduisait. Il n'y avait pas moyen de détecter un principe d'évolution. Au XVIIIe siècle, à l'époque, et au XIXe siècle, à l'époque de Hegel, le progrès est devenu vraiment une valeur. Alors après, ça s'est étouffé au XXe siècle à cause des deux grandes guerres. On ne pouvait plus parler de progrès parce que le progrès avait été utilisé pour le pire. En 14, avec les bombes affreuses, le gaz, les nouvelles armes de destruction massive, et puis en 40 avec l'utilisation du génocide à grande échelle à travers l'industrialisation du meurtre, quoi. Et donc là, ça avait complètement arrêté l'idée de progrès, qui était encore un peu dans Sartre avant, dans l'idée du communisme, quoi.
Et puis le communisme se casse la figure. Dans le communisme, il y avait l'idée de progrès, parce que c'est ça le grand véhicule du communisme, du marxisme. La fin de la lutte entre le prolétariat et le capitalisme, la fin du capitalisme et l'arrivée dans le bonheur. Et puis là, le communisme, dans le combat entre le capitalisme et le communisme, le capitalisme a terrassé le communisme. Il faut le dire, c'est comme ça. Et ça a posé un problème d'ailleurs au capitalisme, qui est rentré alors en toute puissance. Ce qu'on vit depuis les années 90, on vit un capitalisme tout puissant que rien ne peut arrêter parce qu'il s'est payé les médias, il s'est payé tous les systèmes chargés de le maintenir, de le contrôler, il les a achetés et donc on peut plus, les politiques, les médias, les syndicats, etc. Donc il a réussi à neutraliser la critique et là il est rentré dans la toute-puissance avec toutes les conséquences d'un système tout-puissant. Tous les systèmes tout-puissants deviennent complètement fous, quoi. Hein, c'est les Totorina en Sicile qui finissent par assassiner tout le monde parce qu'ils se sentent complètement tout-puissants, quoi. Voilà. À trouver des actualisations dans le monde pratique, dans la réalité. Par exemple, nous avons vu, mais cette fois dans une émission précédente, que les idées proposées par John Locke ont été actualisées discursivement dans les écrits au XVIIIe siècle, mais aussi actualisées pratiquement dans la Révolution française. Hegel va se situer dans cette perspective aussi. Il prend en quelque sorte en compte ce qui a été établi par les théoriciens politiques et ce qui a été fait par les Français lors de la Grande Révolution. Voilà, donc là, effectivement, il y a eu les philosophes politiques qui ont amené le libéralisme, qui était une avancée sociale inouïe, parce que ça apportait l'idée d'égalité. Et c'est ce qui fait que ça a aussi irrigué l'idée de révolution, la révolution, le désir de liberté. La Révolution française, c'était le désir du peuple de s'émanciper, le désir... Bon, là, c'était la bourgeoisie, mais c'est le désir de s'émanciper, de gagner en liberté, de ne plus être contraint par l'aristocratie, par un système qui était bloqué. Et donc, le libéralisme, ça a été quelque chose de très, très important dans l'évolution de l'humanité. Mais comme les religions, à un certain moment, ont été fondamentales pour l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Mais maintenant, par exemple, le libéralisme, il a fait son temps, à mon sens. Le capitalisme, voilà, il est on doit passer sur un autre modèle. Ce modèle est dépassé sur plein de plans. Déjà parce que on a un problème écologique et donc on ne peut pas être dans l'enrichissement permanent. On a un problème avec la toute-puissance des nouveaux dominants. Ça a conduit, ce capitalisme a conduit à l'oligarchisation du système, avec des types qui détiennent 1% de la population, qui détiennent quasiment toute l'humanité, avec un monopole sur les médias, avec voilà, on voit bien que c'est plus possible. Le capitalisme, c'est fini, mais comme tout système, il a un rythme de mort qui est lent. Voilà, on ne peut pas passer d'un modèle à l'autre, à part par une révolution violente. Hein. Voilà, en Russie, on est passé d'un modèle, à un autre assez violemment. Mais sinon, les modèles dans le système, dans l'humanité, le temps d'évolution n'est pas le même que le temps d'évolution d'un être humain. Pour un être humain
Notre temps d'évolution, il se compte en années, en décennies, grand maximum, mais pour l'humanité, ça peut être en décennies sûrement, mais en siècles quasiment. Il prend en compte aussi une discipline qui est née de cette volonté de progrès, l'économie politique. On sait que, bien sûr, les hommes, depuis fort longtemps, réfléchissaient sur le problème de la production, de la distribution et de la consommation des biens. Il y a des écrits économiques d'Aristote, il y a des écrits économiques de Xénophon. Mais c'est seulement au XVIIe et au XVIIIe siècle que l'économie politique va acquérir un statut autonome. Et c'est Adam Smith, l'anglais, qui va être le fondateur de cette discipline, qui va constituer l'objet de l'économie politique. Le libéralisme. Eh bien, Hegel se situe aussi dans cette perspective, mais nous le verrons en la dramatisant et en l'approfondissant. Alors, on comprend là pourquoi Hegel met comme pôle le plus haut de sa réflexion la liberté. À cette époque-là, c'était évident que la liberté, c'était la valeur cardinale. Un peu après lui, Marx va faire de l'égalité une valeur cardinale. Et évidemment que les deux sont fondamentales. Et même si l'homme recherche plus la liberté que l'égalité, maintenant on voit qu'il y a plusieurs valeurs qui sont là. Il y a la fraternité qui est fondamentale, il y a l'universalité qui est devenue une valeur cardinale pour notre époque, pour l'humanité actuelle. Il y a la liberté, évidemment, il y a l'égalité, etc., etc. Il y a l'écologie, voilà, notre évolution nous a mis d'autres valeurs qu'à l'époque de Hegel. Pour Hegel, la liberté, c'était le fondement, évidemment. Pour résumer, ce à quoi Hegel va avoir affaire, on peut peut-être citer un auteur d'une extrême importance, non tellement par sa profondeur que par le fait qu'il a synthétisé tout un courant de pensée. C'est Condorcet. Condorcet qui publie, enfin, il ne publie pas puisque c'est un ouvrage qui paraît une année après sa mort, et l'ouvrage qui s'appelle « Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain ». 1797, si je ne m'abuse. Dans cet ouvrage, Condorcet définit en quelque sorte l'axiome fondamental du progressisme. En simplifiant beaucoup, je l'énoncerai ainsi: si les hommes sont méchants, s'ils sont cruels les uns avec les autres, c'est qu'ils sont malheureux, et s'ils sont malheureux, c'est qu'ils sont dénués de satisfaction matérielle légitime et de satisfaction intellectuelle également légitime. Voilà, donc on peut voir que, évidemment, quand je dis l'humanité va atteindre sa perfection, cette perfection permettra à l'homme de ne plus être un loup pour l'homme, d'être un fraternel absolu. Et comment? Eh bien, c'est simple. À partir du moment où la possession sera abolie, parce qu'elle sera abolie, c'est-à-dire que tout sera mis en commun. Voilà, l'humanité aura atteint son point culminant, son point de perfection indépassable. C'est-à-dire que le monde sera construit de façon à être totalement écologique, c'est-à-dire de ne plus tirer d'énergie de l'énergie fossile ou quoi que ce soit, de ne plus avoir aucun impact négatif
sur la planète, c'est-à-dire que toutes les eaux usées, les trucs, etc., seront recyclés 100%, mais ça, il faudra peut-être un siècle ou deux pour atteindre ce niveau, mais pas plus. On voit bien le degré de recherche qu'il y a de décennie en décennie pour découvrir des moyens d'être parfaitement écologique. Même s'il faut 2 siècles, admettons, mais peu importe. Mais si dans 200 ans, c'est évident que le système qui sera fait n'aura plus besoin d'être construit, il sera fini de construire. Et quand l'humanité sera finie de construire sur cette planète entière, c'est-à-dire que tout le monde pourra circuler sur cette planète de façon libre, et pourra s'arrêter n'importe où, il y aura de quoi trouver gîte, couvert, pouvoir dormir, rencontrer des gens, être dans cette fraternité, cet amour. Peut-être participer à des petits travaux pour maintenir les choses dans le bon sens, etc. S'il n'y a plus de possession, l'homme n'a plus à envier son congénère. Tiens, lui, il a mieux que moi, je vais aller le lui voler. Le vol, c'est ça. Le vol, c'est j'envie quelque chose où je veux avoir du pouvoir. Là, il n'y a plus besoin de pouvoir. Parce qu'il n'y a plus de dominant. Chaque être humain est absolument libre et respectueux d'autrui, donc il n'y a plus ni besoin de gendarmes, ni besoin d'armée, puisqu'il n'y a plus de guerre, ni besoin, etc., etc. Il y a juste besoin de contempler, de se rencontrer, de s'épanouir dans ce qu'on veut, dans les arts, dans n'importe, peu importe, dans ce qu'on a envie de vivre. Et voilà, donc on peut arriver, évidemment, à ce que l'homme ne soit plus du tout méchant, sans compter qu'on peut travailler sur la psychologie humaine, on peut travailler dès l'enfance sur les psychismes qui ont une tendance narcissique, psychopathique, etc. On peut arriver complètement à les ramener dans quelque chose de respectueux d'autrui, etc. Ça sera très facile. Si peut-être moi je le vois bien, hein, dans quelques décennies, dans chaque classe, il y aura d'abord peut-être une dizaine d'élèves, grand maximum, 10-15 élèves, et puis il y aura une psy, il y aura... Et bien, si on détecte un enfant qui souffre, qui est maltraité ou quoi que ce soit, il y aura tout de suite un système qui ira voir les parents et qui diront, voilà... On va vous aider, mais il faut que vous arrêtiez tout de suite de maltraiter cet enfant, etc. Et il y aura un moyen de gérer tout ça dès l'origine. Donc, il n'y aura plus les traumatismes qu'on vit, qu'on a vécu dans l'enfance. Moi, ma génération, elle a été abusée à 80%. Hein, dans tous les gens que je croise, ils sont très rares ceux qui n'ont pas été abusés. Donc, et ça passait complètement, il y avait, voilà, les choses n'étaient pas révélées, etc. C'est encore le cas, il y a encore une grande partie, on voit qu'on commence à mettre ça en lumière, ça commence à être en lumière, mais si la société veut vraiment le faire, comme elle a su arrêter l'humanité d'un seul coup avec le Covid, elle sait vraiment faire les choses. Hein. Donc le jour où l'humanité décide de prendre ça en main et de faire que on détecte très vite les enfants qui sont abusés dans leur milieu familial, etc., on le détectera tout de suite. C'est très, très facile. Voilà. Par exemple. S'ils sont malheureux, c'est qu'ils n'ont pas assez développé les hommes, les instruments de leur bonheur, j'entends par là les instruments de leur bonheur matériel. Aujourd'hui encore. Et c'est parce qu'ils sont encore effrayés par ce qui les entoure, parce qu'ils n'ont pas assez de lumière. Oui, dès lors on peut deviner le programme. Le programme est tout tracé. Donnons aux hommes le progrès matériel, voilà,
Fournissons-leur les instruments d'une meilleure existence sur cette terre, donnons-leur aussi des connaissances, et comme ils vont cesser d'être malheureux, eh bien, ils cesseront aussi d'être méchants. Et Voilà. la paix régnera enfin sur le monde. Voilà, exactement. Mais ça part d'un principe d'une bonté absolue. Hein. C'était ces philosophes de l'époque, ils devaient être d'un optimisme génial. Ils devaient, moi j'ai cet optimisme-là et c'est une joie de vivre avec une vision comme ça où il n'y a pas d'échappatoire, l'humanité va vers cet état de paix. Donc c'est hyper rassurant, même si aujourd'hui c'est pas le cas, même si aujourd'hui il y a des gens qui me maltraitent, même si aujourd'hui je vis encore je suis devant un monde qui est violent, avec des congénères qui souffrent, qui sont maltraités par d'autres, etc. Mais le fait de savoir que ça va dans ce sens-là, c'est tout. Ça change tout. En fait, c'est cet optimisme-là. C'est ce qu'on avait dans les années 70 avec les progrès techniques 60-70. Nos enfants allaient trouver mieux que nous, etc. Il y avait ce progrès qui était à l'intérieur. C'est les 30 Glorieuses. Et à partir du moment où le néolibéralisme a pris le pouvoir, il a enlevé le bonheur. Il a tout de suite, rapidement enlevé le bonheur. Et donc, nos enfants sont moins bien lotis que nous-mêmes, vivent moins bien que nous. Et ça, c'est honteux, parce que ça nous montre un recul. C'est une régression, tout simplement. Rien que ça, la société, elle devrait comprendre que c'est une régression, qu'on est en pure régression, là. Parce que c'est une preuve claire et nette. Et donc, pourquoi l'humanité est en régression? On évolue, pourquoi on est en régression? Donc là, on devrait incriminer tout de suite le système qui met cette régression en œuvre. C'est en somme l'axiome matérialiste, au sens très large du terme, qui correspond à la vision idéaliste de Kant lorsqu'il pense à une société des esprits qui s'établirait à l'humanité tout entière. C'est d'une générosité Ce qui est tout à fait absolue. frappant dans ces événements que je viens de rappeler, c'est qu'il y a une présence de l'histoire. Je veux dire par là bien sûr qu'une nouvelle dimension s'impose à la philosophie comme étant désormais indispensable à la réflexion. Et ça devient la philosophie de l'histoire, en fait. C'est ça qui est vraiment cette nouvelle discipline qui devient la philosophie de l'histoire. Pardon. Dans l'idée de perfectibilité, dans l'idée de progrès, il y a cette affirmation, sans doute, qu'il y a une nature humaine, mais que cette nature humaine est susceptible de se transformer. Ce qui marque certainement la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est le fait que l'histoire s'impose à la pensée comme quelque chose qu'il faut prendre en compte, qu'on ne peut pas récuser. Alors là, bien sûr, il faut donner des précisions, le fait n'est pas nouveau. La philosophie de l'histoire, dans sa perspective moderne, elle date de bien avant. À dire le vrai, le premier livre de philosophie de l'histoire, c'est La Cité de Dieu, de saint Augustin, qui date par conséquent du IVe siècle. Mais super intéressant. Ah voilà, c'est ça. De toute manière, même le christianisme, le judaïsme à l'origine, c'est l'idée que l'humanité va vers l'Apocalypse, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui s'impose, c'est-à-dire le royaume de l'amour.
On évolue vers l'amour pour le spirituel. Et c'est pareil pour le pendant de ce côté-là, du côté occidental. Le judaïsme, c'est la maman. Le christianisme, c'est la fille aînée. L'islam, c'est la fille cadette. De l'autre côté du monde, l'hindouisme, c'est la maman. Le bouddhisme, c'est la fille cadette, c'est la fille aînée. Et le zen, par exemple, ou le taoïsme, je ne sais pas, peu importe, c'est la fille cadette. On se retrouve avec des choses qui sont très similaires. Et de ce côté-là, du côté asiatique, eh bien, c'est l'idée cyclique que le monde évolue de l'âge de fer, en gros, de l'âge de la corruption, vers l'âge d'or, vers l'âge de la perfection. Même si une fois atteint l'âge de la perfection, ça revient, on repart dans l'autre sens, c'est un principe cyclique comme ça, mais en tout cas, on évolue forcément vers l'âge d'or, vers la perfection, quoi, en somme. Donc, c'est très similaire, sauf que c'est pas vu, ça, par la société, que nous sommes, que cette pensée, elle irrigue l'humanité depuis la naissance des grandes religions. Dans la perspective augustinienne, cette analyse du devenir, du développement de la cité des hommes renvoie en fin de compte à une révélation intemporelle, la révélation de la providence divine. La cité des hommes qui renvoie à la cité de Dieu qui, elle, est historique, mais qui possède une espèce d'éternité. De la même manière, l'histoire de Bossuet, l'histoire universelle de Bossuet, qui se situe dans la même optique, est une philosophie de l'histoire. Mais il y a toujours l'affirmation que cette histoire est vue d'un point de vue qui n'est pas historique. Avec le XVIIIe siècle, il semble que l'histoire envahisse la totalité du réel. Et ce que nous aurons à comprendre à propos de Hegel, c'est les conséquences de cet événement dans le discours philosophique. Alors, est-ce que, pour résumer, est-ce qu'on pourrait dire qu'à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, nous abordons maintenant la philosophie de l'histoire dont la pensée chrétienne a élaboré les concepts fondamentaux et que cette pensée devient réaliste, matérialiste. Elle s'efforce de penser non pas une histoire intellectuelle ou spirituelle, mais vraiment l'histoire des peuples, l'histoire des nations. Et l'enseignement hegelien recueille et précise cet aspect décisif. Alors, c'est clair qu'il faudra se pencher sur l'apport du christianisme et des autres religions, mais bon, prenons le cas du christianisme. L'apport du christianisme à la société humaine, c'est inouï. Bon, justement, cette vision téléologique du progrès, cette idée du progrès, c'est quelque chose de fondamental. Le fait de la confession, par exemple, c'est le début de la psychanalyse. La capacité de tendre l'autre joue à quelqu'un, de ne pas répondre par la violence, c'est quelque chose c'est un progrès inouï dans l'humanité. La fin de la vengeance, de l'œil pour œil, dent pour dent, c'est un progrès majeur dans le principe de la loi, de la législation. Ça a amené une législation complètement différente. À un certain moment, celui qui avait volé, on lui coupait la main, celui qui avait... etc. Donc c'était l'archaïsme le plus total. Ce principe-là de la vengeance, il est totalement archaïque. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est curieux, il est remis au goût du jour, quoi. Dans les médias, les journalistes laissent parler des gens qui disent « mais moi, si c'était moi,
je passe pas par le jugement, je me fais justice moi-même. Enfin bref, des reculs hallucinants, quoi, hein, qui auraient jamais été permis dans les années 70. On n'aurait jamais laissé parler quelqu'un comme ça. On l'aurait tout de suite, on lui aurait expliqué que dans l'état de droit, ça ne marche pas, c'est pas comme ça, on a dépassé ce stade, etc. Donc on voit l'apport du christianisme, des religions en somme, dans le système, c'est majeur. Et de la philosophie également, évidemment. Bon voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Mais si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt pour mettre de ces idées pour l'ensemble des gens qui se baladent sur YouTube, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site, et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien en dessous des vidéos, et sur ces vidéos, eh bien, sur ce site, je développe cette idée, j'essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Et pourquoi? Voilà, tout est écrit depuis 1999, l'an 2000. En l'an 2000, donc 2000 ans après le Christ, par exemple. Voilà, on peut le voir aussi sous cet angle-là, tiens, pour les mystiques. À très bientôt, en tout cas. Merci de votre soutien, merci de votre... Je le sens, hein, c'est pas grand-chose, c'est des petites choses, mais quand je vois un pouce, il n'y en a pas beaucoup, mais ça encourage drôlement. Et moi, je travaille dans la solitude la plus absolue. Mes seuls encouragements d'existence, ils sont là. Voilà. Je travaille que pour ça, je fais que ça. Et donc, voilà, c'est ma façon d'exister. Et donc, ma petite récompense, j'écris même sans ça, mais ça fait du bien. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous faites. Merci, au revoir.